réveillez-vous. C'est notre dernier week-end ensemble. Le dernier week-end des Goonies. J'appellerai. Tu m'entends? Il est 3h du matin. J'espère que t'as une bonne raison. Je viens de voler dans les airs en vrai. Je l'ai vu. Moi, j'ai rêvé qu'on m'avait mis tout nu à l'école. Fillette adoptive. Bonjour et bienvenue dans les Cousins font leur cinéma, et aujourd'hui on va vous parler de Stranger Things saison 2, sortie la semaine dernière sur la plateforme Netflix, avec au casting Winona Ryder, David Harbour, Sean Astin et Paul Reiser. Sean Astin, qu'il faut le signaler, était évidemment Samwise Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux, mais surtout, il a commencé dans les Goonies dans le rôle du petit Mickey. Alors, petit sommaire de cette vidéo, en première partie on va tout simplement donner notre avis à chaud sur toute la série sans spoiler, voilà, juste donner notre ressenti. Deuxième partie, on va aborder un petit peu plus les spoilers parce qu'il va falloir parler de quelques éléments de l'intrigue. Et on terminera la vidéo sur une analyse entre guillemets du phénomène nostalgique des années 80. Globalement, on va dire que cette saison 2, elle est aussi bien que la première. Oui, voilà. Moi ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous avez aimé la saison 1 de Stranger Things, je vois pas pourquoi vous n'aimeriez pas la saison 2. Parce que oui. on retrouve tous les éléments qui fonctionnaient dans la 1, on les retrouve dans la 2, et je dirais même qu'il y a quelques améliorations sur certains points. Moi je trouve qu'ils approfondissent la mythologie qu'ils ont mis en place dans la saison 1, ils creusent un peu plus le développement de leurs personnages, ce qui les rend encore plus attachants, encore plus prenants. Sur tous ces points-là, j'ai vraiment été satisfait de ce que la saison 2 pouvait offrir. Effectivement, il y a beaucoup de choses où ils vont beaucoup plus loin, notamment dans le concept de la série, c'est-à-dire la représentation des années 80, et surtout ils vont beaucoup plus loin même en termes cinématographiques, c'est-à-dire que là, on a l'impression vraiment, à certains moments de la série, avoir quasiment un film de ciné, quoi. Bon, après, pour le côté cinématographique poussé dans une série, c'est pas non plus une prouesse incroyable, c'est pas une nouveauté incroyable. On a déjà retrouvé ça dans beaucoup d'autres séries. Enfin, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, les séries ressemblent à des films, et ça fait depuis un moment. Façon, mais donc, mais je parlais dans le genre fantastique. Ah ouais, mais alors oui, je suis d'accord. C'est quand même bien fait, quoi. C'est bien fait, mis à part, je trouve, quelques effets spéciaux un petit peu bancalos dans la représentation des monstres, là, des démos chiens. Je trouve que là, ça fait un petit peu... voilà. D'ailleurs... Tu sens beaucoup les CGI, quoi. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Moi, j'aurais été eux. Franchement, j'aurais été les créateurs de la série. On aurait poussé ce délire jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on aurait fait les démos chiens, etc., mais carrément à l'ancienne. S'ils avaient pris le délire jusqu'au bout et de faire comme Gremlins en reconstruisant des monstres, des Muppets, des animatroniques, tout ce que tu veux, oui, là, ça aurait été encore plus efficace, parce qu'en plus, ça aurait été complètement avec la thématique du concept de la série nostalgie des années 80. Voilà. Moi, ce que je voudrais aussi dire, c'est que le tout premier épisode de la série, moi, j'ai été assez impressionné en termes de montage. J'ai trouvé, je sais pas si ça t'a fait cet effet, mais que c'était hyper dynamique, hyper bien rythmé, tu vois, il y avait vraiment des idées de montage intéressantes en termes même de transition, tu vois, pour passer d'une scène à une autre, où tu vois, je sais pas, j'ai une connerie, le mec il pose un flingue sur la table, paf, et après ça reprend sur une tasse qui est posée dans une autre scène, etc. Enfin, il y avait comme ça des allées et venues entre les scènes hyper bien ficelées en termes de transition, et voilà, je trouve que même avec les musiques qu'ils employaient, c'était hyper efficace. C'est là où les Duffer Brothers, qui sont frères jumeaux d'ailleurs, sont super forts, c'est-à-dire qu'ils ont hyper bien digéré les codes des films des années 80, et ils nous les ressortent vachement mieux que tous les autres réals de la série, même Andrew Stanton et tout ça. Je trouve qu'il y a vraiment tout un délire années 80 qu'on retrouve dans les deux premiers qui sont réalisés par eux, et dans les deux derniers qui sont aussi réalisés par eux. Oui. Et tout est... Et alors, vraiment, l'emploi de la musique, ce que tu disais sur le montage, les acteurs, l'imagerie années 80, ils l'ont, mais alors, super bien compris, digéré, et ils nous la ressortent. Mais alors, on a l'impression de voir
un film des années 80. Un des gros points forts, moi j'ai trouvé aussi de cette saison, c'est le personnage de Will, en tout cas l'acteur, qu'on n'avait pas tellement vu dans la saison 1. Là, dans cette saison 2, il a une place beaucoup plus importante, et je trouve que l'acteur joue excessivement bien, ce gosse-là. Toutes ces scènes où il est possédé, on dirait d'ailleurs, ça fait penser à l'Exorciste. Un Ça, peu, ouais. encore Oui, une autre, oui, encore non, une c'est autre, vrai. encore une autre référence. Ouais. C'est les interactions qu'il a avec sa mère, je trouve que, enfin en tout cas, il était, mais... hyper convaincant, hein. Je trouve que vraiment l'une des qualités de cette série, c'est d'apporter beaucoup d'humour à la narration, tu vois, sans pour autant parasiter toute la tension, tous les enjeux, tout le suspense. Il y a vraiment un juste équilibre. Et c'est vrai, comme dans les films des années 80 où t'avais pas mal d'humour, sans négliger l'aspect horrifique de leur histoire, tu vois, et que ça fonctionne, tu vois. Et justement, on nous reprochait dans notre dernière critique de bâcher Thor Ragnarok parce qu'on disait qu'il y avait trop d'humour et que ça venait tout désamorcer. Et ben là, justement, Stranger Things, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'humour, Oui, oui. notamment avec le personnage de Dustin beaucoup qui apporte de- beaucoup de comic relief, etc. Et ben ça ne parasite jamais l'attention. L'attention est toujours là, on est toujours accroché comme ça quand il y a des scènes horrifiques ou de suspense. Et c'est vraiment bien, bien dosé, sans que ça détruise, si tu veux, toute la tension qu'ils essayent de construire et toute l'implication qu'ils veulent nous communiquer en tant que spectateurs. Ouais, exactement, c'est vrai. Il y a plein de moments assez même légers, il y a plein de moments qui oui. rappellent le cinéma ado, et dans le cinéma ado, c'est pas tout le temps grave, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de second degré, il y a beaucoup de décalage, et ça empêche pas que ça fonctionne, quoi. Voilà. Mais Quand c'est bien dosé. Alors voilà, on arrive donc à notre deuxième partie où on va aborder les spoilers. Donc ceux qui n'ont pas encore vu cette série, vous pouvez éteindre ou faire pause ou aller voir la série et revenir plus tard. Donc, je te laisse commencer. Comme on disait en début de vidéo, il y a le délire années 80 et notamment référentiel poussé à fond. Là, il est encore plus poussé en termes de référence. Donc, ça évoque Gremlins, ça évoque toute la période Amblin. Alors Amblin, pour ceux qui savent pas, c'est les productions de Spielberg, quoi. Gremlins, Retour vers le futur, etc. Secret de la pyramide et compagnie. Donc là, les Duffer Brothers vont à fond là-dedans. Il y a même des références à Alien, avec justement, tu sais, la créature, l'enveloppe charnelle qu'on retrouve par terre et la créature qui a muté. Et on peut voir aussi référence notamment à Gremlins, parce que c'est vrai que les scènes dont tu parles, il y a tout le délire avec la barre chocolatée, le petit gosse qui trouve en fait, c'est le petit gosse qui trouve la créature, qui le cache, qui le ramène chez lui, il le met dans la cage, il y a l'histoire de la barre chocolatée, et il y a un moment, la créature s'échappe, il y a une mutation qui se fait, et donc c'est complètement Gremlins. Ça va même jusqu'au prof qui va voir, tu sais, comme la scène dans Gremlins 1, où ils vont voir le prof et ils lui disent, ouais, qu'est-ce que tu penses de cette créature, etc. Donc on va, ils sont allés à fond là-dedans, quoi. Ça fait aussi énormément penser à E.T. avec justement la créature qu'on ramène à la maison, qu'on essaye d'apprivoiser, qu'on cache des parents. Il y a aussi, moi j'ai trouvé un énorme clin d'œil à l'Empire contre-attaque. Quand tu sais dans l'épisode 7 où tu as Eleven qui est en apprentissage avec sa sœur Kali qui lui apprend à maîtriser la force entre guillemets, son pouvoir, à canaliser sa colère pour pouvoir soulever comme ça l'espèce de remords. Là on est carrément dans la scène dans l'Empire contre-attaque avec Yoda qui enseigne à Luke comment utiliser la force, quoi. Et donc tu me disais tu n'as pas vu la référence à Alien 2. Alors vas-y, dis-moi. Ah bah mec, Alien 2 c'est à part voir des militaires dans les enfin même bah pas non, des militaires, à voir des gens mais bon, dans c'est des la même couloirs, imagerie. Bah, c'est justement si tu vois que t'as carrément une scène où tu vois donc tous ces scientifiques armes au poing investir comme ça les tunnels qui ressemblent, excuse-moi, à la planète LV426 dans Alien 2. Et en plus, surtout, ils sont suivis sur les moniteurs par Paul Reiser, donc qui joue le docteur dans la série, mais qui joue aussi Burke dans Alien 2. Et donc t'as carrément une espèce de scène un peu méta. Ah bah si, c'est carrément ça. Ils suivent ces espèces de militaires dans les couloirs qui se font dézinguer par des aliens. Ah, excuse-moi, c'est Alien 2, quoi. Ouais, je sais pas. Bon, moi j'ai pas trop vu. Ou alors j'ai pas trouvé que c'était très appuyé. Bon, je sais pas. Ça m'a moins percuté. En plus, t'as l'acteur, t'as le même acteur. Ouais, non, mais d'accord. Non, mais qui prennent Paul Reiser, d'accord. Mais d'ailleurs, je me suis dit, c'est marrant, c'est le mec d'Alien 2. Mais bon, je veux dire, par ça. C'est la même scène. Moi, en fait, c'est ça un petit peu, on va dire, le problème que j'ai eu avec cette saison 2, plus que dans la saison 1, c'est qu'il y avait peut-être trop de références. Et ça m'a. Et là, pour le coup, c'est ça qui m'a un peu parasité l'appréciation que je pouvais en avoir au fil des épisodes. C'est-à-dire que, je sais pas, presque toutes les 5-10 minutes, je faisais « Ah bah tiens, ça c'est Alien 2, ah bah ça c'est Explorers, ah bah ça c'est E.T., ça c'est Gremlins, ça c'est SOS Fantôme ».
Ça faisait beaucoup penser à quand tu vas dans un parc d'attractions et en fait tu découvres chaque attraction, quoi. C'est-à-dire que là c'est E.T., là c'est machin. Notamment un petit problème, mais même peut-être un gros problème quand même, je trouve, c'est notamment l'utilisation de clins d'œil, mais qui servent la narration. Et nous, ça nous a posé un problème dans le sens où, par exemple, quand ils utilisent cette fameuse scène où elle reconstitue le plan de la ville à travers des dessins. Bon, alors inévitablement, ça fait penser à Rencontre du troisième type quand Richard Dreyfuss fait la montagne chez lui, parce qu'en plus ça se passe chez elle, ça se passe à domicile. C'est exactement la même chose. Alors, que ce soit une référence, c'est pas gênant en soi, parce qu'on se dit, comme tu l'as dit, c'est marrant, ça fait Rencontre du troisième type. Mais là, le problème, c'est que ça sert un point de l'intrigue, quoi. Et si tu veux, moi, ça nous a posé un problème dans ce sens-là. On s'est dit, aïe, la référence comme ça, c'est-à-dire la copie conforme d'une scène cultissime et qui sert un point de l'intrigue, moyen. Qui sert à résoudre un point de l'intrigue. Sert à résoudre. C'est ça. Parce que si c'est juste un clin d'œil pour faire un hommage... Ah non, clin d'œil, y a pas de problème. Mais voilà, mais il faut pas que ça serve à résoudre un plot device, quoi. C'est ça le problème, c'est que ça sert à ça. Alors, sur le personnage de 11, moi j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup l'actrice qui incarne le personnage de 11. Il y a deux trucs. Il y a un truc que moi personnellement j'ai aimé et l'autre j'ai pas aimé. Première chose que j'ai adoré, c'est les origines de 11. Alors ça, j'ai trouvé ça super bien. D'ailleurs, je crois que c'est dans l'épisode réalisé par Andrew Stanton, où en fait elle va à la recherche donc de sa mère et tout ça, et que tu vois plein de flashbacks sa mère, tu vois, de sa mère qui a été prise par son mari, quoi, de l'époque. Et donc on voit qu'elle a subi un lavage de cerveau et tout ça. Et il y a une espèce de montage hyper cut comme ça, bam bam bam, de plein de scènes. Et elle se remémore tout ça. Et on découvre là les origines de ce personnage. Et ça, j'ai trouvé ça hyper bien. Voilà, hyper bien monté, hyper fort. Ça fait partie vraiment des gros moments de la série pour moi. Parce qu'il y a un ventre mou à un moment donné, hein, entre, tu vois, épisode 5, 6, 7, il y a un petit ventre mou quand même dans cette saison, mais avec les origines de 11, je trouve que ça remonte. Par contre, un truc que j'ai moyennement aimé avec le personnage, c'est l'épisode un peu stand-alone, je crois que c'est l'épisode 7, c'est dans cet épisode 7 où elle part un peu à la recherche d'elle-même, elle se cherche, quoi, voilà. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, parce que j'ai trouvé que cet épisode était très intéressant dans le sens où on découvre certains pouvoirs, d'ailleurs, d'autres enfants modifiés, notamment le pouvoir extraordinaire de la sœur Kali, qui peut matérialiser n'importe quoi devant toi et t'y faire croire. Ça, c'est juste énorme. Et on y croit à fond, d'ailleurs. Par contre, alors, tout cet épisode est très bien, mais sauf qu'à la fin, j'étais un peu frustré parce que je me dis, ouais, mais ça a servi à quoi ? C'est-à-dire que je trouve qu'ils en font pas grand-chose de ça. Je suis d'accord, mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que on se fait un petit peu balader dans cet épisode. C'est-à-dire qu'on voit Eleven sombrer, on va dire, peut-être se laisser tenter par le côté obscur de la force, hein, c'est un peu ça, et on se dit putain merde, elle va peut-être sombrer là-dedans et tout, et en fait c'est une fausse piste, et heureusement à la fin de l'épisode elle revient, on va dire, dans la lumière pour aller rejoindre ses amis dans la ville de Hawkins. Et ça j'ai bien aimé, mais c'est vrai que je suis d'accord, on n'aurait pas aimé que la sœur les accompagne surtout que c'est la toute première scène de la saison 2, c'est une scène avec cette sœur, avec Kali qui tu sais fait un braquage, s'enfuit et puis matérialise justement un pont qui s'effondre et tout ça, et on se dit bon bah alors s'ils nous ont mis toute cette première scène au début de la série, ce personnage va avoir une grosse importance dans l'histoire, et finalement pas tant que ça. Donc peut-être qu'il se la garde pour la saison 3, on verra, mais effectivement en termes de structure narrative, c'est un petit peu bancalos ça. Enfin en tout cas ce personnage n'est pas abouti. Il y a quelque chose de pas abouti. Il y a quelque chose de pas abouti. Mais j'ai quand même bien aimé moi cet épisode. C'est vrai que c'est l'épisode on va dire le plus controversé, celui que les gens aiment le moins, j'ai l'impression. Bah moi je l'aime bien. Hein. Mais moi je l'aime bien. Parce que ça change un peu, on change de point de vue. En termes de narration, il y a quelque chose d'assez différent par rapport à la saison 1. C'est qu'en fait les personnages commencent à se séparer au fil des épisodes, notamment Dustin qui fait son truc de son côté avec la créature, on a Eleven qui fait sa vie avec Jim Hopper, et d'ailleurs moi j'ai trouvé que sa relation... la première scène là, avec Jim Hopper, avec David Harbour là... Toutes ces scènes entre elle et le flic dans la baraque, elles sont super bien, je trouve, super intense. Il y a ce rapport évidemment père-fille qui est hyper bien exploité, parce que lui ayant perdu sa fille quelques années auparavant, il retrouve... il retrouve un petit peu sa fille à travers elle, et elle retrouve un père, une figure paternelle, etc. Donc ça c'est plutôt touchant, bien amené, bien exploité.
Mais c'est vrai que ça s'éparpille peut-être, et c'est ça tu m'avais dit que ça t'avait pas trop plu. Ça m'a dérangé en fait. Si tu veux, c'est sympa parce que bon, allez, ok, c'est bien qu'ils vivent un peu tous leur histoire, mais le problème c'est que ça fait moins homogène que dans la première saison où on avait vraiment l'impression de suivre toute une bande de gamins soudés, solidaires. Là, on est un peu tous. Alors, moi, je suis dans mon coin, l'autre Nancy fait ça, etc., etc. Et du coup, ça fait que par exemple des personnages importants de la saison 1 se retrouvent un peu relégués au second plan, notamment sur le personnage de Mike et de Nancy. Ouais. C'est-à-dire que bah voilà, on a l'impression d'un peu un personnage secondaire, alors quand même c'est un personnage hyper important. Et c'est ce qui m'a un peu dérangé. Mais bon, c'est pas non plus. Non, ça va. Et puis je trouve que bon, ça donne un moyen à certains personnages, notamment Dustin, d'exister autrement. Tu vois, quand il a toutes ces scènes avec Steve. Tu vois, c'est assez drôle, c'est assez touchant. Tu vois, il lui demande conseil pour draguer les gonzesses, comment il se coiffe et tout ça. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Ça creuse un petit peu plus, on va dire, la personnalité de chacun. Pareil entre Lucas et Mad Max, le nouveau personnage féminin qui arrive dans la bande. C'est assez sympa, tu vois. On a un petit bémol d'ailleurs par rapport à ça. C'est donc le personnage de Mad Max, la fille, et son frère. Je sais plus comment il s'appelle. On va dire le frère, quoi. Bon, le grand frère, le bad guy du lycée, quoi. C'est-à-dire que au début de la saison, il te le présente, il te l'iconise super bien avec la musique bien hardcore, la caisse et tout. On se croirait dans, je sais pas, presque dans Christine et tout ça avec Buddy Repperton, là, tu vois, le gros bad guy du lycée qui arrive, qui déboule. Et le mec ressemble à Roblo un peu. Mais le mec ressemble à Roblo, c'est vrai. C'est vrai ou pas Non, mais je trouvais que, tu vois, il avait une pure gueule, quoi, ce mec. Le personnage est très stéréotypé, mais c'est ça que j'aimais, tu vois. Le mec badass et tout, il fume sa clope et il ouvre la porte de sa caisse comme ça. C'est vrai, et c'est vraiment toute cette imagerie des films des années 80. Ouais. Et malheureusement, ce personnage-là n'est pas exploité comme il faut, quoi. C'est-à-dire que pour moi, les deux, ils en font rien, quoi. Bah, il sert. C'est-à-dire que on dirait qu'ils veulent mettre en place un espèce d'antagoniste pour, je sais pas, pour rajouter des péripéties au fil de l'intrigue, mais. Non, mais leurs péripéties sont. Enfin. Non, mais c'est-à-dire que la péripétie, elle intervient très tard. Très tard, et puis elle est pas méga intéressante parce qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire. Non. Alors le fait que. Parce qu'au début, quand ça arrive, ce truc-là, on a l'impression qu'il y a quelque chose à cacher, mais qui est en lien, je sais pas, avec les scientifiques, avec le labo, avec tout ça, avec la faille, je sais pas, il y a un truc. Et en fait, non, non, pas du en fait, tout. il n'y a aucun rapport. D'ailleurs, il n'y a même pas une clôture sur son personnage à la fin de la saison 2. On le laisse en plan comme ça, il s'est fait tabasser. Bah oui. Ça reste très inabouti vis-à-vis de lui. Le personnage de Sean Astin, Bob, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai beaucoup aimé ce personnage, mais malheureusement, un petit peu déçu parce que je crois que c'est vers l'épisode 3 où ça se termine, tu sais, sur lui, où il conseille à Will de faire ci, de faire ça, de s'échapper, d'affronter ses peurs, etc. Il conseille d'affronter ses peurs, ouais. Et ça laisse planer une espèce d'ambiguïté sur son personnage, et donc on se dit, ah putain, il n'est peut-être pas ce qu'il dit qu'il est, ou peut-être que c'est un bad guy, peut-être que... Et en fait, non, pas du tout. Et ils en font rien. Non, c'est juste c'est juste un mec normal, hyper gentil, hyper sympa, qui meurt bêtement, mais c'est un peu dommage ça. Alors pas bêtement parce qu'il a quand même son importance quant à la résolution de l'épisode 8 quand il s'agit de s'échapper. Mais c'est dommage, effectivement, ils auraient pu entretenir ce côté hyper mystérieux. Et dans le dernier épisode, tu sais, quand t'as Dustin qui croise sa créature, tu sais, dans le tunnel là, et qui lui apporte du chocolat et tout, et que genre comme s'il avait réussi à l'apprivoiser, bon, ça j'ai eu un peu de mal à y croire quand même, hein. Alors tu sais quoi, alors cette scène, alors je vois ce que tu veux dire, mais alors moi, à l'inverse de toi, en fait j'aurais voulu qu'il pousse le truc plus loin, c'est-à-dire que ça devienne son pote. Et bah finalement je me dis, bah tiens, vas-y, refais-nous un truc à la chérie, j'ai rétréci les gosses, où le mec il se prend d'amitié avec une fourmi et ça y est, c'est parti, quoi. Avec une créature de l'enfer, non mais je sais, crois pas trop quand même, mais je sais, mais alors à ce moment-là, c'est hyper intéressant ça, parce que à ce moment-là, ils auraient dû le virer. C'est-à-dire que oui. Non mais d'accord, ok. Mais parce que pour le mettre et faire genre, je te donne une barre de chocolat et tu me laisses tranquille et salut, au revoir. Et salut, on passe bof, non, ça j'y ai pas trop. C'est vrai que ça c'est bof. Ou alors je sais pas, tu pousses le truc et tu dis OK, ça devient un ami, et lui
D'Artagnan, c'est le seul qui va se rebeller, d'ailleurs c'est un mousquetaire, il va se rebeller contre toute la horde de créatures de l'enfer. Ah, non mais tu pas vois, mal, pas mal. Eh Bah, oui. tu devrais appeler les je vais appeler Brothers. je vais appeler les Duffer Brothers. Attends, non mais t'imagines. Non mais tu vois ce que je veux dire. Bah à la oui. limite, ils auraient pu pousser ce truc là-dedans quoi. Ouais. Mais alors Ah que non, là, non, moi j'aurais voulu une scène où Dustin, je sais pas, il sort un gun et puis il tue sa créature. Là, ça aurait été badass. ouais mais ça aurait pas été Spielbergien. Ah non, Ouais, ça, voilà. c'est sûr. Donc, Là, ça aurait plutôt été, je sais pas, Tarantino. Alors juste une dernière scène qu'on a trouvée évidemment géniale, c'est la scène du bal Ah de oui. fin d'année, alors qui se passe pas en été mais qui se passe en hiver et qui reprend tous les codes de films de John Hughes des années 80 aussi, et Complètement. qu'on a trouvé génial avec la musique de Cyndi Lauper, Time After Time et La musique de Sting. de Police De police, pardon. de ouais. Police Oh, et franchement ça Ah bah c'est... j'avais l'impression d'être dans 16 bougies pour ça. Ah quoi. ouais, dans C'était- Pretty in Pink et tout ça. Enfin, Ouais. franchement, Oui, c'est. c'est- Non, vraiment, on a adoré quoi. Ouais. Ça nous a rappelé vraiment. Et ça, c'est là où les Duffer Brothers, ils ont vraiment saisi. Enfin, on sent qu'ils ont vraiment grandi avec ces films-là et qu'ils te leur sortent bien quoi. Voilà, moi c'est ça qui constitue pour moi tout l'intérêt de cette série, enfin le plaisir que j'en ai à la regarder, c'est surtout au niveau des personnages. Je trouve que on est Plus que l'intrigue. plus que ouais, enfin pas plus que l'intrigue est bien, mais c'est vrai que c'est pas le point fort de la série parce que c'est assez prévisible par moment et Ouais. puis ça surfe trop, il y a trop de références des fois aux films des années 80. Mais malgré tous ces petits défauts, je trouve que les personnages sont hyper attachants, hyper bien campés, caractérisés. Il y a de l'humour, on a vraiment envie de les suivre dans plein d'aventures en fait, comme on pouvait en avoir envie quand on voyait les Goonies ou Explorers ou tous ces films vrai. avec des gosses, Stand By Me, etc. Il y a toujours une alchimie qui fonctionne. Ah ouais, ça fonctionne super bien. Super bien. Ouais. Donc c'est vraiment le point fort de la série. Ce sont vraiment les personnages, vraiment même tous les personnages, hein, au-delà des gosses, aussi bien Winona Ryder que je trouve un petit peu moins agaçante d'ailleurs que dans la saison 1. Exact. Parce que la saison 1 a été un peu Ah ouais, je sais oulala, pas, sous, oulala. sous coke et sous Complètement. voilà et là voilà j'adore le personnage du flic Jim Hopper, c'est comme une sorte de grand frère, tu vois, comme dans les Goonies avec Brent. Avec Brent, Voilà. Bon voilà, donc voilà, on en arrive donc à notre troisième partie de la vidéo où on va un petit peu aborder le phénomène de la nostalgie des années 80 dans la fiction, au cinéma, dans les séries télé, et essayer un petit peu de comprendre comment tout ça fonctionne, quelle est son importance, quelles est voilà ses conséquences. Alors, Vas-y. c'est vrai que ça fait beaucoup débat hein, au sein de plein de cinéphiles, alors même évidemment de plein de producteurs hollywoodiens, puisque la grande mode c'est évidemment de surfer un petit peu sur ce cinéma des années 80. Peut-être que la prochain truc ce sera surfer sur le cinéma des années 90 et Terminator et 2 et machin et tout ça. Pour l'instant on en est encore dans le phénomène des années 80. Alors nous on se pose la question quand même, on se dit effectivement il y a une volonté de revenir, de mettre toute l'imagerie des années 80 au sein des productions. Alors, il y a Stranger Things, mais il y a aussi le fait de rebooter ou de faire la suite de Star Wars, de Blade Runner, de machin, de toutes ces Aliens, de toutes ces sagas qui ont cartonné dans les années 80. Il y a qu'un truc auquel, apparemment, on ne touchera pas, et tant mieux d'ailleurs, parce que moi, Ah oui. personnellement, les reboots, je trouve ça sympa, mais voilà, au bout d'un moment, j'en ai marre. C'est Retour vers le futur. Mais par exemple, voilà. E.T. Et E.T. surtout, ne là touchez là. pas à ça. Non mais vraiment, parce que ça n'enlèvera pas la qualité des premiers films. Mais si tu veux, il y a un moment donné, tu trouves qu'il y a un côté agaçant dans ce délire opportuniste de vouloir absolument faire des suites de Blade Runner, même si, ok, la dernière était de qualité, mais Alien, et faire je ne sais quoi, et faire tous les trucs sous prétexte que ça a cartonné. Bon, il y a un moment donné, on aimerait bien aller dans le futur et passer à autre chose. Voilà. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais on va se demander donc pourquoi on défend Stranger Things alors qu'on critique ce concept de surfer sur la nostalgie des années 80. C'est tout simplement parce que nous on trouve que si tu dois raconter cette même histoire à l'ère de maintenant, ça fonctionnerait peut-être moins parce que dans les années 80, il y avait un certain émerveillement, une certaine naïveté, on pouvait croire à l'incroyable. Alors qu'aujourd'hui, je sais pas, les gosses, on est dans une époque trop cynique, tu vois, avec les téléphones portables, les réseaux sociaux, tout ça, ça fonctionnerait pas, il y aurait pas cette fraîcheur, il y aurait pas cette innocence qui marchait très bien dans les films des années 80. Donc, si tu veux recapturer tout ça dans ton histoire, eh bien, je trouve que c'est assez justifié de la raconter dans les années 80. Voilà, donc finalement, on a trouvé une bonne justification. Il pourrait nous prendre comme avocat, parce que c'est vrai qu'on leur casse les pieds avec ça. Ouais, mais pourquoi, machin. Donc, alors, il y a aussi un truc qu'il faut dire quand même, parce que ce n'est pas propre à cette époque de faire
du cinéma nostalgique. Alors, on va revenir juste sur un ou deux trucs, un ou deux exemples. Woody Allen, qu'on adore, hein. On aime quasiment toute la film de Woody Allen, moi c'est un de mes réals préférés et tout. Mais c'est vrai que quand il fait par exemple le film La Rose pourpre du Caire, on peut se demander s'il n'y a pas une volonté de faire un cinéma volontairement nostalgique, puisque le film se passe dans les années 30, alors que le film a été tourné en 85. Il y a une volonté de la part de Woody Allen, clairement, de situer cette histoire dans les années 30, mais sans aucune autre justification, puisque La Rose pourpre du Caire pourrait totalement se dérouler dans une autre époque, même dans les années 80, ou même, 50, 60, ce que tu veux. Mais on sait que Woody Allen, c'est un amoureux de cette époque-là. Dans tous ses films, il faudrait m'expliquer aussi pourquoi dans tous ses films, il emploie de la musique des années 30-40, quoi. Alors que c'est des drames qui se passent à San Francisco dans les années 2000, quoi. Et il emploie toujours cette musique. Et donc, il y a toujours une volonté de sa part de revenir à cette ambiance, à cette atmosphère des années 30 qu'il affectionne tant, à travers ses films. Donc c'est pas la première fois, je veux dire, on peut très bien le retrouver dans plein d'exemples. Mais on le retrouve même aussi dans le cinéma de Joe Dante, tu vois, réalisateur mythique des années 80, d'ailleurs, voilà, on retrouve vraiment cette nostalgie pour Joe Dante des films des années 50, des films de monstres des années 50, tu vois, carrément La créature au lac noir, on sent toutes ces inspirations. Quand il fait Gremlins, on sent même une inspiration pour La vie est belle de Frank Capra, tu vois, donc il y a vraiment tout ça. Même Steven Spielberg, il est nostalgique des années 40, tu vois, il peut pas s'empêcher de placer des avions bombardiers dans Rencontre du troisième type dans un film de science-fiction, tu vois, parce que voilà, c'est des époques qui les touchent, auxquelles ils sont attachés. Donc c'est marrant, comme si tous les 30 ans, je sais pas, il y avait comme une nostalgie qui s'opérait et on avait besoin de retrouver une espèce de magie, comme si le passé était toujours plus magique que le présent, je sais pas. Ça s'explique, c'est un peu le syndrome Peter Pan, quoi. C'est-à-dire, je pense que ça s'explique par la peur de grandir, la peur de vieillir. Donc la peur de vieillir fait qu'on a besoin de se réfugier dans des choses de notre enfance qu'on a adoré. Quand on voit souvent, tu sais, les vieilles personnes, même les personnes de maintenant de 70 ans, adorent se réfugier dans le cinéma, par exemple, des années 40-50, puisque c'est un cinéma avec lequel ils ont grandi. Ils n'ont pas grandi avec le cinéma des années 80. Pourtant, c'est nos parents qui nous y emmenaient voir le cinéma des années 80. Mais eux, ce qui les touche, eux, en tant qu'enfants, c'est le cinéma des 50. Je pense qu'il y a aussi une volonté, on va pas faire la psychologie de bazar, quoi, et de la psychanalyse là maintenant. Mais on fera ça dans une autre vidéo. Voilà, mais il y a peut-être ça peut dis, s'expliquer aussi par ça, je pense. Complètement. Même nous, par rapport à notre propre expérience. Mais voilà, mais en gros, tout ce qu'on voulait dire, c'est que même dans les années 80, il y avait une forme de nostalgie des années 50. Elle existait à travers tous les exemples qu'on vient de citer. Donc, alors on va faire les notes. Bon, alors les notes. Moi, je lui mettrais un 4 sur 5, compte tenu de... Pareil que toi. De tout ce qu'on a dit, bon, les défauts, les machins, mais ça reste quand même du très très lourd en termes de séries télévisuelles. Non, mais en tout cas, Netflix, c'est quand même important de signaler que si Netflix laisse comme ça la part belle aux auteurs pour pouvoir avoir des univers comme ça, où c'est pas forcément vendeur, même si on pense que c'est la nostalgie des années 80, mais quand même en série télé, c'est compliqué. Enfin bon, il y a des tas d'impératifs. Netflix laisse apparemment un petit peu de liberté aux auteurs, et c'est plutôt bien, quoi. Donc, on espère que ça va continuer comme ça, quoi. Voilà, c'est une série, c'est pas la meilleure série, c'est même pas dans le top 5 des meilleures séries qu'on ait vues de tous les temps, hein, mais c'est une bonne série, ça se regarde rapidement, c'est vrai qu'on a tout de suite envie de savoir ce qui va se passer, donc c'est limite ce qu'on appelle du binge-watching. Hein, ouais, on peut faire du binge-watching d'ailleurs, elle est un peu conçue comme ça. Hein, oui, voilà, nous on a tout regardé en 3-4 jours, tu vois, donc c'est vraiment, voilà, c'est toujours prenant, ça se termine toujours sur un cliffhanger assez sympa, avec quelques petits défauts par-ci par-là, mais en tout cas, le principal, y est, c'est-à-dire les personnages, auxquels on est vraiment attaché et on est même prêt à les suivre dans une prochaine aventure moi, dans la saison 3. C'est bon, hein, moi je pars avec eux. Hein. Alors, une petite recommandation, si vous voulez vous taper un autre trip nostalgique des années 80, je vous recommande de regarder cette superbe série qui s'appelle Histoire fantastique, une série créée par Steven Spielberg dans les années 80. C'est une série qui a fait d'ailleurs pas loin d'un four quand même, faut le préciser. C'est pas une série qui a marché, hein. Pourtant c'était produit par Spielberg, Amblin et tout ce que tu veux, avec des réalisateurs de prestige. Il faut quand même signaler qu'il y avait Scorsese, Eastwood dedans, Robert Zemeckis, Joe Dante, qui a signé, mais il y a des segments dedans qui sont juste fabuleux, quoi. Il y a même Brad Bird, qui a fait un épisode. En tout cas, voilà, c'est une... Voilà, il y a du bon et du moins bon, on va dire, dans cette série. Mais c'est inspiré directement de la 4e dimension
dimension. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est Universal d'ailleurs qui a produit le truc. Et on retrouve vraiment dans cette série ce doux parfum des années... Mais alors, typique des années 80, quoi. Prenez ça. Voilà, vous allez vous taper du Amblin pendant 2 saisons et c'est juste fabuleux, quoi. On retrouve toute l'ambiance avec des super VF et tout. Hein, vraiment, c'est très très bon. Et surtout, peut-être le meilleur épisode de toute la série réalisé par Robert Zemeckis, La Mauvaise Tête, avec Christopher Lloyd. Donc Christopher Lloyd, l'acteur qui joue dans Retour à le futur, évidemment. Donc voilà, histoire fantastique en DVD à vous procurer. Voilà. Alors pour une fois, c'est moi qui vais le dire, vous allez nous retrouver sur Facebook, Sens Critique et Twitter. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, likez, n'hésitez pas, dites tout ce que vous en avez pensé. Partagez sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser des commentaires et nous dire ce que vous avez pensé de cette saison 2. Est-ce que vous l'avez préférée à la 1, etc. Voilà, rendez-vous prochainement pour une nouvelle critique. Allez, au revoir.